Alors, bonjour à tous. Alors, Alexandre et Tanguy sont déjà là et je viens de les inviter à intervenir, qui vont bientôt nous rejoindre. Alors moi, c'est pas Paul, c'est Thomas, Sylvain, mais mon nom ne prête pas forcément à ce que tu m'appelles Thomas. Mais salut à toi. Salut Tanguy. Salut, salut. Salut Alexandre. Invite intervenant externe. Ok, parfait. Alors, bienvenue. On va laisser les gens arriver tranquillement. Alors, je ne suis pas Paul, je suis Thomas. Voilà, mais on a décidé de brouiller les pistes. Voilà. Tanguy s'appelle vraiment Tanguy par contre. Et Ouais. Alexandre vraiment Alexandre. Voilà. Paul, c'est mon cher associé euh, qui, euh, qui n'est pas là qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, Alexandre est reparti. Ouais, j'ai dû le faire pour les autorisations. Ah ouais, de partage et tout. Mm. Ça marche. Alors, je salue personnellement les gens que je connais. Hein, ne me prenez pas mal si je vous salue pas. Donc, salut Soazic, salut Pierre, salut Anne, salut Kelly, salut Ludovic, salut Cécile. Très content de vous voir tous ici. Tout le monde va m'appeler Paul maintenant. Ça y est, je suis foutu. Déjà que Paul est devenu un influenceur LinkedIn récemment. Alors là, je vais m'effacer derrière sa superbe. La ressemblance est frappante, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on est brun et qu'on a de la barbe, mais j'entends. Allez, les gens vont arriver au fur et à mesure. Si ça vous va, Tanguy et Alexandre, je vais partager la presse et puis on va démarrer doucement. Yes. Et puis voilà, les gens de toute façon nous rejoindront au fur et à mesure. Alors. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on voit bien la presse? Ouais, c'est bon. Est-ce que là on la voit en grand, s'il vous plaît? C'est mieux, ouais. Ouais, c'est bon? C'est bon. Ouais. Putain, vous avez mis des petites transitions et tout, c'est génial. Ouais, c'est ma faute, je l'ai appliqué à tout le monde. Non, mais pas de problème, pas de problème. Bon, bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce 10e ou 11e webinaire d'Emile. Alors, vous êtes quasi une centaine d'inscrits. Alors, je sais bien que tout le monde ne deviendra pas, mais on est super content que ce webinaire vous étant attiré. Je suis très heureux et je remercie encore Tanguy et Alexandre de venir partager tout ce qu'ils connaissent déjà sur Google Analytics 4, sachant que c'est un outil qui est encore relativement en bêta, même s'il va bientôt être l'unique outil Google Analytics comme Alexandre et Tanguy vous l'expliqueront. Au sommaire aujourd'hui, je vais d'abord rapidement vous présenter Emile, donc notre organisme de formation. Alors, je prendrai moins de 5 minutes pour laisser vraiment le temps à Alexandre et Tanguy de présenter tout Google Analytics. Ils vont ensuite vous présenter les principaux changements induits par cette nouvelle version de GA. Et à la fin du webinaire, donc on aura entre 10 et 15 minutes suivant le déroulé de la présentation, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, un point un peu important, sur la droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation de poser vos questions. Vous pouvez même upvoter des questions qui vous intéressent. Voilà. Et à la fin, si on a beaucoup de questions, on traitera en priorité les questions qui sont les plus plébiscitées. Donc, allez sur l'onglet questions tout au long de la presse. Si vous avez des questions qui vous viennent au-delà de ce qu'on va vous présenter aussi, n'hésitez pas. Tanguy et Alexandre pourront vous répondre et on les traitera à la toute fin du webinaire.
Alors, rapidement, donc Émile, nous on est un organisme de formation en data qui part d'un constat qui est très très simple, c'est que en fait tout le monde devrait faire de la data dans le digital. Voilà, la data ça devrait pas être l'affaire uniquement des data analysts ou des product analysts, ça devrait être aussi l'affaire des gens qui travaillent au marketing, au produit et à n'importe quelle fonction de l'entreprise. Et donc on a créé des programmes de formation en data qu'on essaye en tout cas de rendre les plus pratiques du marché en partenariat avec les plus belles startups françaises. Donc, on a 4 programmes data qui correspondent à 4 savoir-faire data qui nous semblent être importants au XXIe siècle d'avoir quand on travaille dans le digital. Donc, la partie data analyse, la partie tracking and product analytics qui fait l'objet aussi de ce webinaire, la partie automatisation et la partie un peu data science et machine learning. Et donc, on a décliné ça en 4 programmes data qui sont courts, puisqu'ils font en moyenne 45 heures au total. Ils sont construits pour des actifs, que les cours, ce sont des cours en visio de 18h30 à 21h, qui sont extrêmement pratiques, puisque 90% du temps de la formation est dédié à de la pratique sur des vraies données, avec des professionnels de la data, et dans lesquels vous pouvez aussi travailler sur vos données et vos problématiques pour vos projets de fin. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a déjà formé plus de 300 personnes à différentes problématiques data. On a 25 intervenants et 15 entreprises partenaires qui nous ont fourni des data ou des outils. Je pense par exemple à Cécile qui représente Fivetran et qui est un partenaire d'Emile. On a une dizaine d'auteurs qui ont écrit tous les contenus qu'on propose, puisque tous les contenus sont originaux, et on a un NPS aujourd'hui qui est supérieur à 90 sur ces programmes. On est devenu même le premier organisme de formation à distance sur Trustpilot. Donc on est extrêmement heureux de ces résultats et on espère peut-être qu'on pourra vous former à la data et notamment aux problématiques de tracking. Et je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Tanguy et à Alexandre. Ouais. Alors bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Tanguy. Après plusieurs années de conseil, je suis maintenant senior tracking spécialiste chez Back Market. Donc on gère énormément de sujets au niveau de la data, du tracking, de l'analytics, et notamment GA4 qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Alexandre Mouquet. J'ai travaillé 15 ans dans le digital en agence. Aujourd'hui, je suis freelance. Je travaille avec Tanguy aussi sur des super projets. Et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour partager, parce qu'en tant que freelance, c'est très difficile de partager. Donc, je suis heureux de partager et encore plus avec mon ancien collègue Tanguy et ami. Donc, let's go. On va commencer avec un peu d'histoire, parce que c'est un peu le préalable à un sujet GA4, surtout voilà, présenté de cette manière. La genèse, Urchin, en fait, c'est un petit programme qui a été développé par une société pour vérifier un petit peu les accès versus le billing en fait de tout ce qui est, enfin toute la facturation en fait de la bande passante des sites, de leur site. Ça a été acquis par Google en 2005. Ils l'ont un petit peu amélioré en rajoutant en fait les paramètres de campagne. Donc en fait, ça commençait déjà à capturer un peu les pages vues et les sources d'acquisition. Par la suite, en fait, il y a eu Google Analytics, le vrai, GA.js, enfin, on peut appeler comme ça. Donc ça, c'est Universal Analytics 2007 et 2019 pour une version asynchrone. En fait, là, on était plus sur plus que de la page vue cette fois. On a ajouté la notion d'événement et ils ont implémenté aussi la partie e-commerce, mais vraiment la partie minimaliste, c'est-à-dire la transaction. Suite à ça, en fait, il y a une nouvelle version qu'on connaît en tant que librairie comme analytics.js. Donc là, c'est vraiment une version améliorée du dispositif existant, avec beaucoup de notions de dimension et tout ce qui va avec. L'e-commerce V2, donc là, le tracking en fait de bout en bout en fait de la partie e-commerce, de product listing à une page produit à l'ajout au panier, au commencement du tunnel jusqu'à la transaction. Ça introduit surtout une notion très importante qui est l'user ID. Donc là, en fait, c'est là où on commençait à parler de multi-appareil. Pour les gens authentifiés sur les sites,
c'était très important de pouvoir les traquer un peu partout. En fait, l'user ID, donc l'ID un peu interne des sites, pouvait être un peu dispatché sur plusieurs devices. Donc déjà, on était sur du multi-appareil à ce moment-là. Point qu'il ne faut pas oublier sur le chemin, Firebase, pareil, acquis par Google en 2014. Ils n'ont rien inventé pour le coup. Elle a inspiré en fait l'approche qui va suivre, l'approche de GTAG et de GA4. En fait, il a posé vraiment les fondations de tout ce qui est basé sur les événements et notion d'événements purs. En fait, il n'y a pas de notion de page vue ou autre. Voilà. Alors, il y a une phase un peu particulière qui est la phase de pré-GA4, on peut appeler ça comme ça, il pourrait même s'appeler GA3. Là, on est sur gtag.js. 2017, on a quasi ignoré par tout le monde, parce qu'en fait, là, on dit on va faire la même chose, mais écrit différemment. Donc, en fait, dès qu'on parle de toucher à une implémentation et de façon globale, c'était pas, c'était pas forcément vendeur, surtout si en face, on avait autant, voire moins, en fait, d'interfaces à exploiter. Néanmoins, ça a permis à Google en fait de déployer ces solutions qui sont hors de l'analytics du coup. On parle de display, on parle de Google Ads, on parle de, de ces outils en fait de tout l'écosystème de Google qui eux reposent totalement sur GTAG et comment il est formé, c'est-à-dire un conteneur GTM et Google Analytics derrière. Donc en fait, il a posé vraiment, Google a posé vraiment tout ce qui était nécessaire pour lui, en fait, c'est plus un aveu de rattraper un petit peu le retard. Comme on voit dans la slide, on est sur une approche de la collecte quand même qui est de 2005. On est très très loin et on a maintenu ce dispositif très longtemps par itération, rajoutant toujours des nouvelles fonctionnalités, mais sans vraiment revoir toute l'architecture. Donc là, personnellement, je suis ce sujet-là depuis son annonce alpha en tant que A+ Web depuis l'été 2019, ça date un peu, et son annonce officielle en octobre 2020. Donc là, c'était un peu le coup d'envoi en fait de GA4, coup d'envoi qui a beaucoup secoué son démarrage, mais qui finalement, avec l'idée d'un support long terme de Universal Analytics, euh, euh, personne ne voulait vraiment sauter le pas comme avec GTAG. Aujourd'hui, on est sur une annonce très claire de Google et très ferme, on peut le dire, qui dit que en juillet de l'année prochaine, il n'y aura plus du tout de collecte. Les 360 auront jusqu'au 1er octobre 2023. Mais là, en fait, aujourd'hui, on est en avril. Ça veut dire que si on veut avoir des données sur un an et pouvoir les comparer correctement d'ici la fin d'Universal Analytics, globalement, il faut être prêt pour juillet de cette année. Donc, quand c'est sorti, voilà, il n'y avait que l'e-commerce V1 qui était mis en place. Beaucoup de fonctionnalités étaient encore attendues, notamment les dimensions scopées au produit, la session et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui manquaient. De l'eau a coulé depuis octobre jusqu'à maintenant, mais on est en 2022. Maintenant, il faut rentrer dedans depuis l'annonce de la fin du UA. Les fonctionnalités sont là, donc on va vous les présenter un petit peu de façon générale. On ne pourra pas être exhaustif, il y a beaucoup de choses à dire. Comme là, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'histoire. Je t'accélérerai pour la suite, mais voilà. Je vais laisser la parole à Tanguy sur la partie changement de paradigme qu'apporte Google Analytics 4. Effectivement, merci Alex. Donc, comme tu le disais, depuis 2005 et depuis Urchin, les sites web, l'app, le monde du web a énormément évolué. Donc, la notion de session qui était héritée d'Urchin, qui est passée sur les différentes versions jusqu'à Universal Analytics, euh, elle est vite apparue comme dépassée pour la gestion des nouveaux sites. On peut prendre comme l'exemple les SPA. Donc les single page applications, elles sont de plus en plus utilisées sur le site, sur le monde du web. Et donc la notion de session sur ces SPA, elle n'a plus vraiment de sens.
C'était très compliqué de traquer des pages vues sur des web views, sur des single page applications, sur des applications aussi. Donc sur les applications mobiles aussi, la notion de session n'avait pas de sens et de toute façon, on n'avait jamais traqué des sessions dans les apps. Et du coup, on a un vrai changement de paradigme entre entre les deux versions de Google Analytics, entre Universal Analytics et GA4. Donc cette nouvelle version GA4, elle répond à cette évolution. Donc on passe d'un outil qui est session-based, il est là le vrai changement de paradigme, donc qui est basé sur les sessions, à un outil event-based, qui va être basé sur les events. Donc il faut voir en gros que pour ceux qui ont fait un peu de tracking mobile, GA4, donc qui est un outil event-based, c'est un peu l'équivalent de Firebase pour le web. D'ailleurs, GA4, c'est hérité de Firebase, c'est Firebase qui a posé les fondations de GA4. Donc pour continuer sur ce changement de paradigme, la vraie évolution, voire révolution en fait, c'est que GA4 permet d'unifier les devices et les plateformes sur une même interface. Donc on va pouvoir réconcilier à la fois les données app et les données web. Donc dans cette interface, c'est vraiment ça le point clé de la solution. Donc pour cela, l'interface a bien sûr été totalement repensée. Donc on est passé sur une solution event-based, comme on l'a dit avant. On a aussi, et ça on va le voir plus tard dans la presse, des nouveaux rapports, des nouvelles métriques, et une collecte de la donnée qui a aussi été revue et qu'on abordera plus tard. Et donc pour cela, pour continuer sur cette nouvelle interface, sur ce nouvel outil, il y a une structure de compte qui a complètement été revue. La structure précédente ne pouvant pas répondre à cette nouvelle interface et à cette nouvelle solution event-based. Donc qu'est-ce que, à première vue, on voit sur cette nouvelle structure de compte? Pour rappel, sur Universal Analytics, on avait donc un account, des properties et ensuite des views qui permettaient de segmenter ces données. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans GA4? À première vue, il y a plus de vues dans GA4. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un premier niveau qui est nouveau, donc qui s'appelle le data stream. Le data stream, en gros, ça va être votre digital asset. Donc c'est votre app, que ça soit iOS ou Android, votre site ou vos sites si vous en avez plusieurs. J'extrapole un petit peu d'ailleurs, mais si vous avez les 3 qui ont le même objectif, c'est-à-dire un site e-commerce et une app e-commerce avec le même objectif, qui sont équivalents, en gros, je vous conseille de passer ces 3 streams et de pousser ces 3 streams vers la même property, c'est la repo de Google. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Donc ce premier niveau, c'est le data stream qui va alimenter une property. Il y a peu de changements au niveau des properties par rapport à UA. La property reste l'agrégation de données. C'est là qu'on va réaliser tous les setups, tous les linking médias. Donc on reste à ce niveau de property. Donc en gros, une property égale un environnement pour les gros comptes. Et ensuite, on a la sub-property. Alors la sub-property remplace, et je mets des gros guillemets à la vue, pourquoi? Parce qu'en fait la sub-property, elle est dispo seulement sur les comptes 360. Donc seulement sur les comptes Google Analytics payants, elle ne sera pas dispo en GA-Free. Il y a un deuxième point, c'est que la sub-property, elle est pour l'instant en alpha, donc elle est même pas encore passée en bêta. Donc elle est vraiment dispo que pour une minorité d'utilisateurs. Elle permet
c'est ce property d'ajouter un niveau de granularité supplémentaire. Ça peut être un pays comme dans l'exemple que j'ai mis, mais ça peut être aussi, un type de produit, une catégorie de produits et cetera, en fonction de vos types de sites. Le dernier niveau qu'on va avoir, c'est la roll-up. La roll-up, heu, elle existait déjà dans UA, on la garde dans GA4. En gros, elle va permettre d'agréger les différentes, properties, entre elles. C'est plutôt destiné aux gros comptes, et voilà. Donc en fait, là, je reviens sur un point qui est à la dispa su on a les vues qui ont disparu. Donc la question, c'est comment on va gérer, en gros, la reco de Google sur UA, c'était, d'avoir 3 vues par property. Donc en fait, une vue, raw data, une vue pré-prod et une vue prod. Suite à cette disparition de vues, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et en fait, donc la reco de Google et aussi ce qu'on a vu, nous chez Back Market, c'est qu'en fait, comment on va gérer ça? On va ajouter des filtres. Donc les filtres vont être, pour être appliqués directement dans l'interface. Donc en fait, les filtres seront, appliqués sur chaque event, donc chaque event property. Hem et on pourra les appliquer, directement dans l'interface et comparer les données, par exemple, de prod et de pré-prod ou tout type de vue, que l'on souhaite segmenter. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que du coup, on gardera une property, en raw data. Je passe ensuite la main à Alex qui va vous présenter les modèles de données événementielles. Oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur la stratégie de compte. Euh, Il y a une notion, c'est vrai que les vues, la disparition des vues, ça peut troubler, surtout si on l'utilisait pour filtrer vraiment des cas très très spécifiques sur la base d'URL, des choses comme ça. Ça devrait bouger malgré tout. Euh, Il y a surtout la partie management des utilisateurs qui a bougé aussi, qui est plus fine et qui peut l'être encore plus à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter un utilisateur, lui donner plusieurs niveaux de droits comme on connaît aujourd'hui, de lecture ou d'administration ou peu importe, écriture. Maintenant, il y a encore plus de niveaux de droit et il y a des niveaux on va dire, d'accès à certaines données. Si on veut donner à une agence les accès à la partie marketing, on ne veut pas leur donner accès à la partie e-commerce ou revenus. On peut, via une checkbox, juste dire, lui, il a accès à ses données de visite. Il n'a pas accès aux données e-commerce. Donc, en fait, on peut exposer certaines données déjà via le compte. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la presse. J'ai préféré faire cette petite parenthèse. Voilà, on va passer au modèle événementiel. Donc, petit comparatif, on est obligé quand même un peu de comparer avec Universal Analytics. On rationalise un peu les hits, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, la création d'UA a été faite par itération avec beaucoup de fonctionnalités qui ont été ajoutées avec le temps, mais aussi du coup la complexité qui va avec, soit en termes d'implémentation ou en termes d'exploitation. Dans Universal Analytics, on a énormément de types de hits, et encore là, on ne les a pas tous mis. On appelle View, Event, Social, tout ce qui est transactions, après des données, des métriques plutôt techniques. On avait des properties aussi mobiles. Quand on avait encore le SDK GA, on peut encore le faire via GTM plus Firebase, mais voilà, ça disparaît. Désolé. Et on arrive sur un type de hit totalement unique, qui est l'événement. En fait, et même en termes techniques, en termes d'implémentation, on passe de quelque chose d'assez implicite et spécifique. Il y a une façon d'écrire pour tous les types d'événements qu'on a dans Universal Analytics, que ce soit au niveau du tag ou au niveau d'un TMS. Dans GA4, on est sur quelque chose de très explicite. Pourquoi? Parce qu'on est sur un nom d'événement spécifique à ce qu'on veut traquer. C'est la seule différence. Alors, désolé, faut que je tousse. Mais j'ajouterais malgré tout, ça c'est vraiment pour parler un peu implémentation, même si c'est pas l'objectif de la présentation, on a un effort de migration assez limité aujourd'hui. Quand le site est déjà très riche et intègre un TMS avec un bon data layer, avec un certain nombre de données, finalement on n'a pas grand-chose à faire de plus pour pouvoir en fait refaire une trame qui va vers le Google Analytics 4, quand on a déjà de l'UR.
Donc là, on va parler un petit peu de comment sont structurés les événements. Je ne parle même pas des pages vues et de tous les autres types et de l'e-commerce et tout ça de UA. On va parler que de l'événement. Un événement UA en fait était typé par sa catégorie et son action qui était obligatoire, son label et sa value. Donc ça, c'est vraiment des données scopées aux événements qui sont pour ces deux dernières sont facultatives. On lui appliquait après des dimensions personnalisées et des métriques personnalisées. Dans Google Analytics 4, en fait, on rentre par un nom d'événement qui est obligatoire. On pourrait partir que sur ça d'ailleurs, mettre 0 paramètre, dire voilà, j'ai cet événement qui s'est passé sur le. Donc on a plus cette obligation de catégorie et d'action. Le nom de l'événement peut faire déjà cette combinaison. Mais il peut être complété en fait d'un certain nombre de paramètres qui peuvent devenir ou pas, si on le souhaite, des dimensions personnalisées, des métriques personnalisées. Il y a aussi des paramètres recommandés. Ça, on verra avec les différents types d'événements. C'est la suite. Désolé pour la transition, ça passe pas très bien avec le stream. C'est ma faute. On a différents types d'événements collectés avec GA4. On a les événements automatiques, qu'on pourrait dire natifs, dont on n'a pas le contrôle. En fait, c'est GA4 qui le fait, comme le fait Firebase pour les push de notification, par exemple, des choses comme ça. Là, on a le session start, on a tout ce qui est engagement utilisateur. Je pourrais, dans les questions, détailler un petit peu ces événements, parce qu'on n'a pas un temps fou non plus pour tout raconter. Les améliorer. Donc là, en fait, c'est des événements qui se font directement dans l'outil, activables, désactivables à la demande. Donc ça, on a une slide dédiée, donc je laisserai Tanguy en parler. Les événements recommandés. Donc là, en fait, c'est plutôt dans le sens recommandé, c'est suivre un nom d'événement très spécifique comme add to cart et suivre un ensemble de clés et valeurs typiques à cet événement qui sont nécessaires en fait pour l'alimentation des reporting pour qu'ils soient riches et pertinents. Et bien entendu les événements personnalisés. Donc là on est sur du custom, on répond à des besoins spécifiques, on traque des choses dont on sait la valeur. GA4 ne connaît pas les règles métiers d'un site, c'est à nous de lui dire. Donc c'est là où ces événements personnalisés interviennent. Alors il faut savoir que chaque événement est complété d'un objet utilisateur. Là où avant, en fait, les événements, on mettait toutes les dimensions, même les dimensions utilisateurs, toutes les métriques possibles et imaginables sur tous les hits, souvent par rationalisation de configuration. Là, on est vraiment sur un objet à part. Techniquement, d'ailleurs, quand on voit passer les hits, on peut se dire, tiens, le premier hit comporte des données utilisateurs, mais pas les autres. En fait, ils les ont. C'est juste que la première fois, il fallait qu'ils les collectent. Et après, ils sont tout le temps en permanence liés à tous les événements dans le cadre d'une visite d'un utilisateur. Voilà, on peut. Alors sur cet objet, du coup, on peut il a des paramètres en fait natifs aussi, enfin natifs, auto-injectés par Google. S'il y a un lien avec AdWords par exemple et que la personne, on connaît son âge, sa tranche d'âge, en fait, ça va être plugué directement ajouté sur cet objet utilisateur. Et bien sûr les éléments, la personnalisation. Donc tout ce qui est segmentation, si on a classifié nos utilisateurs dans notre CRM ou autre, on peut les réinjecter même. Donc ça c'est plutôt smart. Voilà pour cette slide. Alors une petite vision un petit peu de l'interface. Vous l'avez déjà probablement un peu parcouru ou déjà croisé en tout cas dans Firebase. Depuis l'annonce, Google a ajouté énormément de points d'entrée et de reporting pour pas perdre les utilisateurs qui venaient du A. Mais on a quand même un point d'entrée assez fort, c'est l'entrée Event. C'est le point d'entrée un peu le plus important quasiment du site. Et en fait, il suffit de cliquer après sur un événement et après de contrôler un petit peu les paramètres pour en extraire ce qu'on a envie. Petite note quand même, on a un nombre d'événements unique, donc unique en termes de nom, limité à 500. Cette limite, en fait, elle est
c'est difficile à atteindre, mais en fait, faut plutôt privilégier une rationalisation des événements et donner de la valeur aux événements avec un nom très spécifique quand ils ont eu un intérêt en termes d'engagement par les utilisateurs. Mais ça, on pourra en reparler dans les parties questions. Alors, on va parler d'une feature qui est nouvelle dans GA4, qu'Alex a brièvement évoqué, qui est la mesure automatique d'interaction. Donc pourquoi c'est nouveau et pourquoi ça change la donne par rapport à UA? En fait, c'est principalement pour les non initiés au tracking. On sait que voilà, c'est un métier et c'est pas forcément simple de commencer à collecter de la donnée dans GTM via pour UA. Et du coup là, dans GA4, on a donc une petite fonctionnalité qui permet de traquer de la donnée basique sur un site ou sur une app, heu, sans utiliser GTM avec un simple clic. Donc, on a des cases à cocher, heu et ça collecte automatiquement de la donnée. Donc on peut mesurer des pages vues, des scrolls, donc les up down click qui sont les clics qui redirigent vers une page externe au site. La recherche interne si vous avez un petit moteur de recherche sur votre site. De la lecture de vidéos et du téléchargement de fichiers, téléchargement PDF. Donc, attention à cette feature quand même parce qu'elle est pas ça elle est pas magique non plus. Le tracking qui va être collecté là-dessus, il va être basique, il va pas forcément fonctionner. Il y a aussi pas mal de setup à réaliser, notamment sur les pages vues, si on veut enrichir cette donnée avec, heu, avec des dimensions, des variables custom. Même chose sur la recherche interne, voilà, il faut que les paramètres, qui sont dans les URL, de recherche soient, conformes aux attentes de Google. Donc, voilà, c'est pas un outil, c'est pas une fonctionnalité qui est magique, mais elle permet à des petits sites, qui ont pas le temps ou qui ont pas, les connaissances, de tracking, de pouvoir collecter de la donnée. Heu, on va passer ensuite aux métriques, parce qu'on a quelques métriques qui évoluent, dans GA4. Donc l'interface a été repensée, et on a des nouvelles métriques. J'ai pris comme exemple, ici, le bounce rate parce que ça donne une bonne vision du changement de paradigme, en fait, entre UA et GA4. Donc le bounce rate était assez une métrique assez essentielle dans UA et en fait, il n'existera plus sous GA4, parce qu'en fait, le problème du bounce rate, c'est qu'il y avait de nombreux biais et on avait du mal à retranscrire réellement l'engagement d'un utilisateur via le bounce rate. Donc cet engagement de rate, il est beaucoup plus précis et beaucoup plus fin, donc par exemple, auparavant avec le bounce rate, on avait du mal à, à calculer, en tout cas de manière simple, c'était possible de rajouter des événements interactifs après, mais donc si un utilisateur arrivait sur une landing page, il parcourait, toute cette page, consumait le contenu, lisait des vidéos et cetera, puis quittait le site, et ben, il était considéré comme un bounce, alors qu'il avait interagi, consommé le contenu, passé, 3 minutes sur le site, il était quand même considéré comme un bounce, donc ça pouvait complètement biaiser les rapports. Donc avec ça, avec cet engagement de rate, c'est plus le cas, parce qu'en fait, on va pas prendre, heu, donc le bounce rate pour rappel, c'était, un utilisateur qui a interagi seulement une seule fois avec le site, donc qui n'a pas fait 2 interactions. Une engage station, c'est quoi? C'est le site web, où l'application a été ouvert au premier plan pendant 10 secondes. Donc on a aussi cette notion de premier plan, second plan. Donc un événement de conversion a été terminé, donc a été activé, a été poussé et ensuite, la consultation de 2 pages, ou écrans.
voilà, donc on va être vraiment beaucoup plus précis et ça va permettre aux marketeurs et à ceux aux équipes médias aussi, qui poussent des campagnes vers des sites, d'analyser beaucoup plus finement la cohérence et la performance de leur campagne. Donc, c'est une belle PSD pour parler des conversions, Alex. Yes. Il ne reste plus beaucoup de temps. Si on veut laisser de la place aux questions, alors je vais essayer de faire ça très vite. Aujourd'hui, les conversions en fait sont très simples à implémenter. C'est vraiment un peu le jour et la nuit. Surtout, on a un point d'entrée pour pouvoir le faire dans l'outil. Donc en fait, sur la base des événements déjà collectés, on peut créer une conversion. On donne juste le nom de l'événement qui va devenir une conversion. Donc il faut savoir que nativement, des conversions comme le purchase, c'est des conversions qui sont permanentes. Parce qu'elles sont mesurées en fait en tant qu'engagement de l'utilisateur. Donc ça compte pour le bounce rate ou des choses comme ça. Mais on peut ajouter des événements du type j'ai cliqué sur un CTA ou un truc très précis dans le site et dire bah, cet événement que j'ai nommé CTA marketing, je sais pas, octobre, devient une conversion. Si cet événement, enfin si l'événement a été collecté depuis le début de la campagne, et si on active cette conversion 2 semaines après, c'est rétroactif. On voit tout de suite la puissance en fait de cette conversion qu'on aurait omise ou qu'on veut voir à un instant T. Ça va encore plus loin. On peut créer des événements. Donc ça, c'est plus pour vraiment ceux qui sont côté outils et pas côté site, implémentation. En fait, on peut créer un événement sur la base d'un ensemble de paramètres qui lui sont associés. Donc c'est très très puissant. Désolé, je vais prendre un événement. Ah, je vais prendre un événement de page vue et je vais le croiser avec un nom de campagne, une segmentation utilisateur, des choses comme ça, et en faire un événement final que je vais nommer dans l'outil. Et bah, tous les événements qui seront collectés, qui se basent sur cet événement, en fait, seront comptés comme des conversions. Ils sont activables, désactivables à la volée. On peut passer au suivant. Et on compare les conversions, on ne peut pas oublier aussi les tunnels de conversion. En général, dans l'outil, il y a une partie exploration qui est très puissante. La partie analysis l'est, mais on va pas le couvrir aujourd'hui. La partie tunnel, il y a des tunnels prêts à l'emploi, mais il y a surtout la possibilité en fait de créer des tunnels à la volée qui sont plus granulaires et rétroactifs. En fait, c'est pas comme les tunnels de conversion dans UA qui nécessitent d'avoir des données et des données et de les collecter pour enfin voir son tunnel s'ouvrir. Là, on peut le faire à la volée. Je pourrais vous faire une démo à la fin s'il n'y a pas trop de questions. Et je crois que c'est tout. Ah oui, il y a la partie dopé. Alors, dopé au machine learning, c'était un grand mot, mais derrière tout ça, en fait, Google, on le sait, hein, ils travaillent énormément sur ces sujets-là de leur côté pour d'autres besoins. Donc, sur l'interface, on est sur des choses qu'on a déjà vues dans UA. En fait, on a un moteur de recherche intelligent sur la base de ce qu'on tape, en fait, en langage un peu naturel. On peut avoir des insights ou des rapports en fait automatiquement faits sur la base de ce qu'on a dit. Donc là, on a dit le nombre de transactions pendant mars. Il va me proposer en fait le report de transactions pour la période du 1er mars au 31 mars. Donc là, voilà, ça peut aider aussi ceux qui veulent explorer les données de façon assez naturelle comme ça. On a la partie insight. Thomas, tu peux next parce que ça ajoute des trucs. La partie insight, en fait, qui est soit un peu manuel, donc c'est des recommandations un peu qui sont assez classiques dans l'usage d'analytics, mais aussi à terme. Donc là, il faut un volume de données assez conséquent. Là, j'ai pas pu vous donner d'exemple parce qu'il faut
des milliers de situations en fait pour pouvoir faire du machine learning dessus, mais à un instant T, vous pourriez avoir l'interface qui vous dit si vous poussiez cet événement-là ou vous le changiez d'ordre dans le parcours, vous pourriez faire une meilleure conversion. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez implémenté GA4 sur nos clients et sur assez de volume, mais c'est la promesse de l'outil. Il y a la partie modélisation comportementale. Ça, c'est comment dire, remplir les trous, fill the gaps. C'est quand on n'a pas donné son consentement, bah forcément, on collecte une partie de la donnée. Mais en fait, en combinaison avec consent mode, qui paraissait inutile avec UA, devient totalement utile ici. En fait, la combinaison de l'implémentation de ces deux éléments permet en fait de modéliser les possibilités, les probabilités que les personnes ont fait certaines choses sur le site. Donc la partie observée et la partie observée est modélisée. Il y a une partie audience prédictive aussi qui est apparue dans l'outil. Cette partie-là, elle est assez complexe à discuter là, mais pareil, sur un certain nombre de volumes de données, on peut très bien questionner Google pour dire bah, je ferai combien de conversions le mois prochain, ou cette campagne va m'amener combien de visites. Et sur la base de l'expérience qu'on lui a déjà donnée, il devrait pouvoir nous donner ces informations. Encore une fois, je n'ai pas assez de volume ou d'exemples pour pouvoir le faire, mais c'est la promesse aussi. Juste avant de passer aux questions-réponses, c'est en très très rapide pour vous laisser justement le temps de répondre. Sachez que nous, on a un programme qui s'appelle Tracking and Private Analytics, justement, dans lequel on a déjà implémenté GA4. Donc la promo de juin là, qui va commencer début juin, tout le cycle GA sera exclusivement sur GA4 aujourd'hui. Et donc cette formation, elle vous permet concrètement de gérer un petit peu toutes les étapes de votre process analytics, donc réfléchir aux bons indicateurs, construire un KPI framework et le traduire dans un plan de tracking qui est vraiment fait avec les meilleures pratiques, donc avec les bons noms d'événements et les bonnes variables. Je pense que Tanguy et Alexandre connaissent un peu les problématiques des plans de tracking un peu à l'arrache. Ben voilà, on vous apprend à faire ça bien, à l'implémenter avec Google Tag Manager et donc à faire remonter des données dans GA4, puis à analyser vos résultats avec GA4 Amplitude. Donc on a intégré Amplitude puisque comme vous l'avez vu dans cette presse, GA4, ça reste un outil en bêta+, on va dire, quoi. Donc il y a encore pas mal de choses à améliorer. Amplitude, c'est un outil event-based qui est aujourd'hui beaucoup plus mature et qui est beaucoup plus puissant dans la partie dashboarding aussi. Puisque avec GA, alors je sais pas ce que Tanguy et Alexandre en pensent, mais pour moi, GA4 et Universal Analytics, c'était bien, mais pour faire des dashboards, il valait mieux utiliser Google Data Studio. Pour faire des beaux dashboards par-dessus, Amplitude, c'est un peu du tout en un. Voilà, donc on l'a aussi intégré. Mais je vais surtout vous laisser répondre aux questions. Yes, merci Thomas. Merci Thomas. On va prendre les questions. Donc, celles qui ont plus de likes, je vois une question de Sylvain. Quel est l'intérêt de l'association d'un UA à GA4? Est-ce qu'un transfert de la data de l'UA à GA4 est possible? Alors, désolé de te décevoir, Sylvain. La réponse est non. De par ce nouveau paradigme, donc event-based, la donnée est collectée différemment et donc on peut pas transférer sa donnée UA à GA4. Et je vais rebondir en fait sur une question J'avais une chose à parallèle ajouter de mon côté. qui était. Il y a beaucoup de questions qui arrivent là. Que j'ai vu. Attends, je reste sur la même question, on attend que tu la retrouves. Ouais. L'intérêt de l'association d'un UA à GA4, c'est des choses qui sont possibles dans l'interface. En fait, ça revient à recevoir un peu les pages vues d'UA. Ça fait des pages vues en fait dans GA4, mais après tout ce qui est event custom, dimension et tout ça, c'est pas naturel, c'est pas transféré en fait. Et après, le transfert de la data, c'est pas possible. On pourrait imaginer avec le mesurement de protocole de réinjecter en fait dans GA4 tout ce qu'on aurait eu dans UA avec un petit remaniement de la donnée. C'est pas possible non plus, en tout cas pas aujourd'hui. Donc voilà, faut un peu repartir d'en bas et c'est pareil pour les dashboards.
Vas-y, Tanguy. Ouais, exactement. Et en fait, du coup, ça rebondit à une autre question. Et pour répondre à cette question, en fait, quel est l'intérêt de passer à GA4 maintenant? En fait, c'est donc UA va être déprécié en juillet 2023. Et du coup, comme on peut pas pousser ces données UA vers GA4, c'est important de commencer au plus tôt à collecter de la donnée pour avoir un peu d'historique de données le jour où UA sera déprécié et et que, heu, et qu'on pourra plus utiliser une donnée rétroactive. Donc si vous voulez, dans un an, faire des reports avec 1 an de données antérieures, heu, c'est important de commencer à collecter de la donnée dès maintenant. Il y a plusieurs questions sur, grosso modo, maintenant qu'il y a GA4, qu'est-ce que vous pensez de Mixpanel, d'amplitude, de Ah, Analytics? alors c'est un vrai sujet, alors nous on a le sujet en plus chez Back Market, actuellement. Donc ça c'est une très bonne question. Alors j'ai envie de dire, il y a pas de bonne réponse, ça dépend beaucoup des organisations. Heu, mais en gros, on a fait beaucoup d'entretiens, on a parlé avec beaucoup de boîtes, avec Mano Mano, avec Conto, sur leurs utilisations de data. Et en fait, ce qui ressort principalement, c'est que c'est pas réellement la même utilisation. Alors c'est 2 outils event-based, OK, mais il y a quand même pas mal de différences. Et en fait, Amplitude est très, très orienté produit. Donc c'est principalement pour, calculer du produ pour calculer des taux de passe. C'est plutôt pour calculer des taux de passage d'une page à une autre, donc pour des analyses produits. Et GA4 est plutôt orienté market, donc plutôt orienté, médias et acquisition. Alors je peux comprendre les interrogations sur quel est l'intérêt d'utiliser Mixpanel, Amplitude, et cetera. Il y a quand même sur GA4, dans l'écosystème, Google Marketing Platform, il y a énormément, d'outils qui sont reliés et qui sont liés. Et donc la force de Google, c'est d'avoir, une quantité, énorme de produits, Google Ads, YouTube, et cetera. Donc l'intérêt au niveau du market, il penche en faveur de GA4. Et pour le produit, pour l'instant, on n'a pas encore assez éprouvé, GA4 au niveau du produit pour dire, on stoppe Amplitude. Donc les équipes produits peuvent continuer à utiliser Amplitude ou, ou les concurrents, de type, Mixpanel, et tout ça. Il y a une question évidemment sur la partie RGPD, puisque avec l'actualité récente de GA. Donc, est-ce que GA4 c'est mieux niveau RGPD, c'est pareil, qu'est-ce que vous en pensez? J'entends un peu de tout là, sur le sujet de mon côté. On dit c'est GA4, c'est RGPD proof. Alors, il y a plusieurs petits points sur lesquels Google en fait s'est amélioré, enfin amélioré dans ce sens-là. Il y a tout ce qui est IP. L'IP n'est plus processée comme elle l'était jusqu'à maintenant, et elle est plus stockée non plus en base de données. C'est-à-dire qu'avant, elle n'était pas exposée dans les reports, mais elle n'est pas non plus stockée là. Donc voilà, on a plus d'identifiants propres aux utilisateurs. Maintenant, les seuls identifiants qui peuvent venir, c'est les identifiants que nous, on apporte via la configuration. Euh, il y a un ensemble de, en fait, de paramètres dans l'interface qui sont quand même plus riches que UA. Il y a la durée de rétention qui est aujourd'hui un petit peu limitée à 2 et 14 mois. Pour les 360, il y aura beaucoup plus ce sera pas plus granulaire, mais je pense que même pour les free, il y aura un peu plus de manœuvres que juste 2 et 14 mois. Il y a l'anonymisation des données à partir d'un certain temps. Enfin, il y a pas mal de paramétrages. Il y a on n'en a pas parlé, mais il y a tout ce qui est. On a parlé du user ID. Il y a un nouvel user ID théorique en fait qui est porté par Google Signals. Donc ça c'est le user ID en fait trouvé par Google selon des petites astuces un petit peu techniques un peu partout. Ça peut être l'authentification à son compte Gmail ou des choses comme ça, l'utilisation de son smartphone en étant connecté à Google, puis l'utilisation d'un autre device, de son Mac par exemple, pour aller sur un autre site alors qu'on était déjà connecté. Même si on n'est pas connecté sur le site, Google arrive à faire le lien avec Signals. Signals est un petit peu aujourd'hui sous comment dire, dans le viseur de la CNIL et tout le reste, donc
on n'en a pas parlé parce que c'est peut-être une promesse qu'ils pourront pas tenir, mais au niveau RGPD, voilà, c'est beaucoup plus granulaire, il y a plus de possibilités. Donc, il y a la problématique de la gouvernance des données, enfin le stockage, dans quel continent et tout ce qu'il y a avec. Mais ça, c'est un autre sujet qui est à côté. Google fait beaucoup d'efforts, déploie beaucoup d'efforts pour pouvoir répondre à cette problématique. On attend de voir encore ce qui va se passer. Les lois nous bloquent, c'est pas forcément Google. Mais ça devrait passer. Sur ce sujet, alors nous, on utilise GCP, donc Google Cloud Platform, pour pas mal de choses, et donc notamment BigQuery, donc le data warehouse de Google. Et il y a déjà l'option aujourd'hui pour pouvoir stocker ces données dans un data warehouse qui est en Irlande, donc en Europe. Donc en fait, ça règle le problème là. Donc moi, je pense, enfin, je suis pas un insider de Google, hein, du coup, donc cette parole n'engage que moi. Mais bon, sur le stockage des données, comme Google le fait déjà sur certains de ses outils, enfin, j'imagine en tout cas que c'est techniquement possible pour eux de le faire aussi sur des données GA. Alors, est-ce qu'ils le font et quand est-ce qu'ils le font, ça personne ne le sait. Mais en tout cas, c'est pas impossible aujourd'hui puisqu'ils le font déjà sur un type de produit data, de toute façon. Donc voilà. C'est ça, et pour rebondir sur ce que disait Thomas, en fait, on n'en a pas parlé parce que bien sûr le GA4 c'est tellement vaste, mais en gros, on va de plus en plus pousser BigQuery. D'ailleurs, il y a une des features clés de l'outil, c'est qu'il y a une intégration, même sur la version gratuite avec BigQuery. Donc la consommation et l'analyse et l'exploration de données sera réalisée de plus en plus sous BigQuery. Ouais, ce qui est un bon point parce que pour avoir testé les premières versions de GA4, enfin, moi je trouve ça encore, il y a pas mal de gens enfin pas mal de nos élèves qui trouvent ça aussi quand même relativement lourd par rapport à des outils comme Amplitude qui sont assez friendly d'un point de vue création de dashboard, c'est simplissime. Bah, en fait, si vous faites ça, vous pouvez utiliser Google Data Studio pour faire de vos dashboards. Et après, à ce moment-là, bah, c'est aussi très très simple, hein, franchement, à prendre en main. Enfin, il y a forcément des trucs un peu avancés, comme dans tous les outils, mais de faire des dashboards de base avec des filtres qui vont bien et un peu d'interactivité propre, ça se fait extrêmement bien. C'est un petit peu un appel du pied aussi de Google sur l'état d'un marché, hein. Aujourd'hui, le fait d'exporter les données via BigQuery, faire du BI avec ces données, ne plus rentrer dans les outils forcément, même si Looker par exemple permet aussi de manipuler de façon smart. C'est un petit appel du pied vraiment pour dire, bah voilà, extrayez vos données, manipulez-les, faites des choses avec, faites des dashboards. L'outil il est là, vous pourrez faire des choses avec, mais allez plus loin que ça. Ouais, il ne faut pas bloquer. Data science et tout le reste. Je vais prendre vite, Il y a une question d'Elisa sur le. quelques petites questions. Ouais. Ouais, il y a une question d'Elisa Elisa. qui avait trois upvotes aussi sur l'échantillonnage. Donc, est-ce que c'est confirmé que nous ne subirons plus l'échantillonnage avec la version gratuite de GA4? Alors, si, il y aura toujours de l'échantillonnage. C'est juste qu'il y a des limites. Là, on est sur 10 millions d'events par query, en fait, en termes de limitation sur le sampling. 10 millions d'events, ça représente un beau volume si la requête est bien faite pour pouvoir faire de l'analyse de données en free, quoi. En sachant que sur la 360, on parle de 1 milliard. Mais voilà, c'est déjà beaucoup, 10 millions. C'est déjà beaucoup, sachant que les 10 millions, sont dans la partie exploration. Donc il y a deux parties en fait dans GA4. C'était une partie exploration et une partie rapport. Et les 10 millions sont comptés sur cette partie exploration. Dans la partie rapport, il me semble que c'est un peu moins, c'est 50 000 lignes. 50 000 lignes. Ouais, tu fais bien de le noter. Ouais. Voilà. Toujours Elisa pour ta deuxième question. Donc oui, la formation, ça fait un peu de pub pour nous, je prends. Dans la formation, on parle de la partie implémentation et c'est toujours bon, je pense, en tracking. Enfin, je laisserai Tanguy et Alexandre compléter, mais de savoir bien comment étaient implémentées les choses aussi pour prendre les bonnes décisions derrière et bien comprendre ce qui se passe. Donc on fait la partie implémentation, mais dans la partie GA4, on fait aussi effectivement la partie utilisation de l'outil de manière générale. Et je peux te dire aussi en exclusivité qu'on va intégrer du Google Data Studio en plus, parce qu'on a déjà une formation Google Data Studio auparavant, et en fait, comme les deux vont un peu ensemble, on va aussi vous faire remonter des données, parce qu'il y a une intégration native aussi sans passer par BigQuery pour remonter des données de GA. Donc, on fera un truc comme ça aussi pour faire des dashboards. Voilà. D'autres questions? Est-il possible de faire une recherche sur un user ID en particulier? Oui, il y a toujours la notion d'user ID, il y a un report dédié, et on peut toujours s'amuser avec. Et Jérôme, quel avantage entre utiliser une subpropriété versus une custom dimension et des filtres?
Alors, subproperty, qui est réservé aux 360, là, on en parle plus de gouvernance. C'est-à-dire, sur les subproperties, on a la même granularité de configuration d'une property. C'est-à-dire qu'on peut dire, sur cette subproperty, je donne un accès à quelqu'un, peut-être d'externe, sur un dataset restreint. Donc, en fait, la subproperty, c'est juste la property de base avec une restriction sur la data qu'on veut exposer dans cette subproperty. Donc en fait, de la même manière, voilà, si une agence veut accéder à des informations, voilà, on a pas, là, c'est plus vraiment un découpage plus pour de la gouvernance et pour les clients 360, ils ont souvent beaucoup de volume, ou plusieurs pays à couvrir, donc il y a aussi plusieurs personnes qui accèdent. Donc ce découpage permet de faire voilà, ces restrictions aussi. Ou porter un focus sur quelque chose de très précis, quoi. Et on a une dernière question qui vient d'arriver de Théo, qui demande tout simplement quelles sont les grosses différences entre la version payante et gratuite de GA4, en dehors de l'échantillonnage dont vous avez parlé tout à l'heure. Beaucoup de choses. Beaucoup Ça de serait choses. long à expliquer. Je peux mettre un petit lien sur le chat. Je le dépose. La différence, elle est claire. Elle est exposée par Google. Mais on est sur le nombre de paramètres, par exemple, associés à un événement. On a une limitation de 100 paramètres sur la 360, 25 sur la Free. 25, ça paraît peu, mais du coup, il faut mieux focus en fait ces dimensions pour bien les scoper à des événements très précis en général, quoi. Euh, donc 25 paramètres plus 50 dimensions et 50 métriques. Euh, En vrac, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le BigQuery, alors l'export BigQuery par contre sur 360, lui, il est solide. En fait, il permet de faire du real-time. Donc on est sur quelque chose voilà, on peut s'amuser à faire des dashboards temps réel si on a l'argent pour pouvoir requêter en live. Mhm. Mais globalement, voilà, il donne pas de limitation là-dessus. Voilà, C'est en fait, ça. globalement, c'est tout ce qui est limitation de collecte et de présentation qui explose, quoi, globalement sur le 360. Ouais, et D'ailleurs, d'utilisation de l'API aussi. Je oui, rajoute ce point qui est important. En fait, on a une limite de 25 000 versus 250 000 tokens par jour au niveau de l'API. Donc pour ceux qui utilisent l'API, ça peut être ultra bloquant d'utiliser un GA-Free. Hmm. On est vraiment dans des logiques de volume, quoi. C'est vraiment fait pour des boîtes qui vont sur des volumes importants ou des utilisations hyper poussées, mais on est encore dans un paradigme où pour 80, je dis n'importe quoi, mais pour 85% des sites, la version gratuite de GA4 sera très bien, non? De toute façon. globalement, oui. Globalement, oui. Ok. Plus l'intégration native de BigQuery Ouais, voilà. dans Ce qui reste un GA-Free. peu l'avantage killer de Google versus même un Mixpanel ou alors un amplitude, c'est soit gratuit mais limité, soit très cher. Après, quand c'est très cher, c'est très bien, hein, mais ou un Mixpanel où c'est globalement de plus en plus cher, bah, GA4 toujours a ce gros avantage. Google Data Studio, hein, pour savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi gratuit, par exemple. BigQuery, c'est payant à l'utilisation, mais si vous faites une utilisation raisonnée du BigQuery, c'est pas très cher non plus, hein, de toute façon. Donc ça reste, bon, ça reste une boîte qui est en quasi monopole, donc qui peut se permettre d'aller chercher des trucs un peu quasi gratuits, en tout cas, enfin gratuits ou quasi gratuits. Et sur le modèle économique de la version 360, on est vraiment sur un transfert c'est limite un transfert de contrat, même si dans les lignes l'année prochaine, le contrat de facturation sera différent, c'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Cette année, en fait, les gens qui étaient déjà sur UA 360 vont basculer, enfin, ou sont déjà basculés en fait sur le GA 360 pour GA4 aussi. On est sur la même facture, il n'y a pas une double facture UA GA4. Donc là, on est dans une année de transition donc on a l'ancien contrat UA qui drive GA4. L'année prochaine, il y aura un contrat purement UA, enfin dédié, réécrit. Mais en termes de facturation et coûts, on a fait les calculs. On a déjà parlé avec Tanguy. On a fait les calculs, c'est exactement pareil. Donc globalement, à part fournir d'autres services dont on n'aurait pas écho, on est vraiment sur une continuité. Bon, bien sûr, on est en retard, mais bon, il y avait plein de questions, donc c'était super. Merci beaucoup Tanguy, Alexandre, d'avoir participé, d'avoir partagé tout ça. Merci aux derniers participants qui ont accepté de rester malgré
l'horaire avancé. J'espère que vous avez déjeuné pendant le webinaire. Moi, de toute façon, il va y avoir un replay de dispo si vous êtes arrivé à la fin. Bref, pour reprendre aussi les différents points, et j'essaierai de faire un petit résumé aussi du webinar que je vous enverrai par mail à la fin. Donc, merci beaucoup, et n'hésitez pas à chercher Alexandre et Tanguy sur LinkedIn aussi si vous souhaitez en parler plus en détail. Voilà. Exactement. Merci encore à vous deux. Merci à vous. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée. Ciao, bye. Ciao. Au revoir.